Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis extrêmement fière, parce qu'on est vraiment sur l'euphémisme, je suis extrêmement fière de vous présenter l'équipe de La plus précieuse des marchandises. Je vais commencer par le producteur Patrick Sobelman. La productrice Florence Gasto. Le compositeur de la musique Alexandre Desplat. Ce merveilleux bûcheron Grégory Gadebois. Et évidemment, le réalisateur Michel Hazanavicius. Bravo. Bravissimo. Alors, on fait comme d'habitude, hein. Vous mettez vos petites questions au chaud, j'en pose une, et après, c'est à votre tour, ok? La question, en fait, c'est la question la plus banale et en même temps évidente, c'est Michel Hazanavicius, et même, en fait, monsieur et madame la productrice, à quel moment cette envie d'adapter le livre de Jean-Claude Grimbert devient une évidence ou un défi? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Vous avez beaucoup dit que faire un film sur la déportation, la Shoah, c'était quelque chose qui, de toute façon, vous intéressait pas ou vous faisait peur. Et là, avec ce livre, il se passe autre chose. Eh bien, on va respecter la chronologie. Et la chronologie, c'est le producteur. C'est le producteur qui était sur le projet avant moi, donc je vais le laisser parler. D'accord. Alors, en fait, j'ai eu la chance, grâce à mon associé Robert Guédiguian, d'avoir accès au manuscrit de La plus précieuse des marchandises. Donc, avant sa parution, 6 mois avant sa parution, Jean-Claude avait gardé les droits d'adaptation pour lui, c'était pas son éditeur, et donc il l'a proposé à Robert qui m'a passé le livre. Et dès que je l'ai lu, en fait, je suis tombé en arrêt devant la beauté de ce texte. Et en même temps, j'ai vu tout de suite l'idée que c'était un film et un film d'animation, seulement un film d'animation, parce qu'il était une fois, parce que les camps, parce que tout ça. Et donc voilà, c'est né comme ça. Et puis les premières personnes avec qui j'ai pris contact, c'est Studio Canal, qui nous a accompagnés vraiment depuis le début. Et avec Studio Canal et avec Jean-Claude, on a fait appel à Michel. Moi, je ne savais pas. C'est Jean-Claude et les gens de Studio Canal qui m'ont dit que Michel était, en plus d'être un grand réalisateur, un grand dessinateur, qui dessinait tout le temps. Je pense qu'il le dira lui-même. Et donc, on a appelé à l'automne 2018, on a proposé à Michel de lire le livre et de lui proposer de faire le film. Et là, je lui passe le relais parce qu'à partir de là, c'est lui qui peut parler. Eh bien, oui, alors, effectivement, avant d'avoir ce livre entre les mains, je pensais que je ne ferais jamais de film qui serait aussi proche de ce qu'on appelle en France la Shoah. Et je sais pas pourquoi je dis ça, la Shoah, quoi, voilà. Et pour des raisons un peu, je sais pas, peut-être familiales, peut-être des raisons, je dirais, lanzmanniennes, et puis de légitimité, c'est-à-dire je sais pas, je suis né en 67 et pour les gens de ma génération, il y a des gens qui ont été extrêmement attiré par cette histoire. Moi, j'étais pas attiré par cette histoire. J'étais attiré plutôt par faire de la comédie, amener de la joie, faire des blagues et donc des choses plus joyeuses. Et puis cette histoire est arrivée, en fait. Quand je dis cette histoire, c'est ce qu'il y a dans le livre. Et tout d'un coup, vous avez une histoire magnifique, une histoire qui a une puissance émotionnelle extrêmement rare, déguisée sous forme d'un conte d'une simplicité désarmante, une histoire modeste et qui a tous les éléments pour faire un film. Et donc voilà. Donc là, ça m'a mis un gros doute dans mes certitudes. Et j'ai hésité, pas très longtemps, mais j'ai hésité parce que d'abord parce que l'animation, c'est-à-dire j'ai toujours eu un rapport très intime au dessin. J'ai jamais pensé en faire commerce, et tout d'un coup il fallait faire une sorte de coming out, c'est-à-dire dire bon bah voilà,
Oui, bon, je dessine et voilà. Donc ça, c'était déjà violent, une espèce de trucs très intimes par rapport donc une histoire familiale liée à la Shoah, etc. Le fait que Grimbert soit un ami de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans, donc tout ça était c'était des choses tellement intimes que finalement c'était compliqué. Et puis d'un côté il y avait la force de cette histoire, et puis aussi Bérénice qui m'accompagne, qui m'a dit, ouais, Bérénice Bejo, et qui m'a dit, en fait, tu ne peux pas ne pas faire ce film. T'as bien fait. Oui. Bah, vous avez bien fait aussi de lui dire. Hein. Non, mais par rapport à nos enfants, nos enfants, ils sont argentins, point. Ils sont pas juifs. Moi, je les ai jamais, j'aurais jamais raconté, je leur ai jamais rien mis dans la tête, etc. Et Bérénice, elle m'a dit, non, mais il faut y aller. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je me lève. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Alors Michel, c'est vrai que à chaque film vous faites des choses différentes. Vous êtes un cinéphile, je pense, averti. Ce film-là, donc vous avez même fait les dessins. Donc moi j'aimerais savoir quelle est la partie technique que vous avez apportée et si vous avez travaillé, disons, différemment. Et une question pour Grégory. Le fait d'interpréter un bûcheron et en même temps de donner un ton dramatique, parce que c'est vrai que les personnages là expriment tout, et même quand il y a des scènes qui ne sont pas parlées. Donc c'est important, et je pense que le choix des voix était important aussi. C'est là où il était le meilleur, hein, les scènes pas parlées. Il était formidable. On a fait ça hyper vite et tout. Tu veux répondre? Non. Je vous avais dit que c'est là où il est le meilleur. J'ai dessiné les personnages au départ. J'ai pas fait tous les dessins de ce film. J'étais extrêmement accompagné. J'ai dessiné, j'ai caractérisé les personnages. Les dessins qui sont totalement à moi dans le film, c'est les dessins au fusain qui sont arrêtés. Ça, c'est ça, ok, ça c'est moi. Le reste, j'ai dessiné des personnages. J'ai fait, les figurants, les visages dans les trains, etc. Mais j'avais une équipe à la tête de laquelle il y a un garçon que j'aimerais vraiment saluer et remercier, qui s'appelle Julien Grande, qui est un jeune directeur artistique. Maintenant, pendant le film, il est devenu directeur artistique. Il a pris en charge beaucoup de choses et il a énormément amené à l'élaboration de l'image et à l'exécution, la fabrication de l'image. Techniquement, c'est très 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 différent de faire un film d'animation par rapport à un film live. Mais moi, je me suis pas posé du tout les questions comme ça. Je suis pas passé par là. Moi, j'ai fait un film, point. Et il se trouve que c'était de l'animation, donc je me suis collé à l'animation. Mais faire un film, ça reste faire un film. Ça reste agencer des éléments visuels ou sonores que vous balancez à un spectateur pour lui créer des émotions. Ça reste ça, basiquement. Et sauf que techniquement c'était autre chose. Donc mon insouciance et ma verdeur et mon non professionnalisme, c'est vraiment un premier film pour le coup. Ça a créé plein d'errements, d'égarements, de retours en arrière, de choses et tout. Donc il fallait des gars vraiment très solides autour de moi pour accepter que ça revienne en arrière, qu'on refasse des choses que je ne comprenais pas à un moment et puis que je comprenais après, etc. Et donc Julien Grande, notamment, a vraiment été précieux pour le coup dans la fabrication. Et puis c'est un garçon qui a beaucoup de talent en couleur, en connaissance de l'histoire, de la peinture, etc. Donc voilà. Donc ensemble, on a élaboré. Si vous voulez, après, avec Maël Le Gall notamment, ils se sont occupés des décors. Et donc voilà. Donc j'ai pu m'appuyer sur des gens. Je ne peux décemment pas dire oui, j'ai dessiné ce film. Pas du tout. On était plein. Je crois qu'il y a Florence Gasto qui veut intervenir. Oui, non, parce qu'il a quand même une forme d'humilité avec son rapport au dessin. Je voudrais quand même dire que c'est pas juste, il a dessiné des personnages. C'est vrai, il a dessiné les personnages, mais le niveau de travail démesuré qu'il a accompli sur ces 3 dernières années, je pense qu'on peut pas réellement se rendre compte. Ah oui, c'est vrai que pendant 3 ans, on l'appelait beaucoup avec Patrick, hein, et qu'on soit tôt le matin ou tard le soir, on entendait très souvent un crayon derrière.
crois que d'autres que moi peuvent témoigner, qu'il a dessiné en permanence pendant au moins 3 ans. Je ne sais même pas si on pourrait compter le nombre de dessins que tu as fait quand même pour ce film. Et par ailleurs, on le voit dans le film sur les plans arrêtés, le niveau de dessin, mais la qualité est exceptionnelle des dessins. Et c'est une des particularités du film, c'est que c'est animé ce dessin-là. C'est vrai que c'était un exercice extrêmement dur en animation, parce que c'est un dessin assez réaliste. Oui. Et c'est vraiment, ça fait la spécificité, je pense, du film aussi. Bonjour, Charlet Delaunay pour l'Info tout court. Un grand bravo pour votre film. Donc, malgré son contexte réaliste et malgré sa structure de conte, je voulais savoir, la question pour Monsieur Hazanavicius et peut-être pour le producteur, en quoi c'était une évidence de faire un film d'animation sur ce sujet. Voilà, on est dans un cadre réaliste et même l'animation des personnages est complètement réaliste. Donc, seconde petite question, est-ce que les acteurs ont réellement joué les scènes ou alors ça a été rajouté en post-production pour le doublage? Merci. Moi, je peux juste dire, après je laisserai Michel répondre sur la question du réalisme et des acteurs. Ce film-là, enfin le livre de Grimbert, et donc le film, parle d'une histoire de Juste qui lutte contre la barbarie. C'est un film contre la barbarie. C'est que l'amour, c'est le dernier texte, enfin, la dernière voix du narrateur dit tout du film. C'est-à-dire que, et c'est en ça que c'est pas un film sur la Shoah. C'est un film qui se passe à ce moment-là et qui prend appui évidemment sur cette histoire tragique, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus universelle que ça. Et c'est en ça que la résonance est très grande aujourd'hui. Et je pense que c'est l'humanisme de ce film qu'on a voulu mettre. Michel dit assez souvent que c'est en fait un film sur les justes. Il y a beaucoup de justes dans ce film. Il y a évidemment le bûcheron, il y a Gueule cassée, mais il y a aussi le paysan qui le transporte sur sa charrette. Il est en train de mourir et le paysan le sauve. Enfin, c'est un film sur les justes, c'est ça les personnages du film, et c'est ça. Enfin, il me semble que c'est ça le point central du film. Enfin, Michel le dira mieux que moi. Sur la question de l'animation, bon, alors, ça m'a été proposé, offert comme ça, un film d'animation sur ce texte-là de Jean-Claude Grimbert. Mais enfin, c'était une évidence. La question s'est même pas posée. C'est-à-dire, moi, d'abord, je n'y aurais jamais été avec un film live. Quand vous êtes amené à vous poser la question de la représentation des camps, et quand je dis des camps, je parle aussi des convois de déportés, c'est-à-dire de cette histoire qui a eu pendant si longtemps un caractère sacré, immontrable, indicible, etc. Et beaucoup de réalisateurs et des grands réalisateurs se sont posé la question de est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on a le droit de le faire. Beaucoup de films, et des très bons films, ont posé des véritables polémiques sur est-ce qu'on a le droit de le faire. Il y a même Jerry Lewis qui a fait un film et qui l'a brûlé. C'est-à-dire il l'a fait, puis il est revenu en arrière. Donc ça montre bien à quel point on se brûle les doigts là-dessus. Alors, pourquoi on se brûle les doigts? Parce que les camps et les convois, c'est déjà mis en scène, en fait. C'est-à-dire que ça a été mis en scène par les nazis. Quand on prend des gens, qu'on les met à 90 dans un wagon à bestiaux, qu'on les fait tourner une semaine avant de les amener dans un camp et qu'on les déshumanise totalement, ça se fait pas par hasard, c'est une mise en scène. Et donc, quand vous voulez représenter ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous épousez cette mise en scène? Est-ce que vous acceptez la mise en scène des nazis, ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Est-ce que vous montrez ce qui est tellement violent, tellement horrible que vous sortez du cadre du spectacle, parce qu'on fait aussi du spectacle, c'est-à-dire vous mettez le spectateur dans une situation impossible de témoin de ça, vous sortez de la salle en tant que... Donc c'est impossible de montrer ce qui s'est réellement passé. Mais si vous ne montrez pas ce qui s'est réellement passé, il y a un fort risque de tomber dans le mensonge, c'est-à-dire de raconter une histoire de quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça, qui a été beaucoup plus violent. Alors, entre l'immontrable et le mensonge, voire même peut-être une forme de révisionnisme, la solution, enfin en tous les cas pour moi, c'est pas la solution, mais la piste de réflexion, c'est la suggestion. C'est-à-dire comment vous pouvez suggérer au spectateur, comment vous pouvez lui ouvrir une porte pour qu'il s'engouffre dans son imaginaire avec
sa morale, avec son éthique, et qui touche comme ça appelons ça l'indicible. Et le dessin, pour ça, c'est formidable, parce que, enfin, c'est formidable. C'est pas la solution à tout, mais déjà, vous avez des problèmes en moins. C'est-à-dire que vous n'avez pas à demander à des gens d'être tout de suite dans le mensonge, c'est-à-dire de prétendre qu'ils sont des déportés, de faire semblant qu'ils sont dans le désespoir, de faire semblant qu'ils vont mourir. Non, le dessin, il fait pas du tout semblant. Le dessin, c'est une proposition, en fait. Donc, vous dites réaliste, c'est marrant, parce que c'est pas du tout réaliste. À aucun moment dans la vie, vous voyez des gens dessinés qui bougent un peu mal, comme ça, avec... Enfin, ce que vous avez vu, c'est pas du tout réaliste. En fait, ce sont des dessins. Et donc, cette volonté de ne pas essayer de reproduire la réalité, qui est juste une proposition qui se passe au niveau de l'imaginaire, il me semblait que c'était le meilleur moyen, à la fois pour peut-être pas résoudre, mais approcher dignement ces questions de représentation, et aussi ça colle parfaitement à l'imaginaire du début du film, qui est l'univers du conte, qui est plus disneyen, c'est-à-dire que tout d'un coup dans l'animation on est parfaitement à notre place. On est d'autant plus à notre place qu'on est accompagné par une musique fabuleuse, ce qui est le cas de notre film, j'avoue. Avant justement de passer aux musiciens, si je peux me permettre, moi je voudrais qu'on applaudisse cette réponse absolument fabuleuse sur comment filmer l'infilmable. Oui, alors puisque vous avez, avant de vous redonner la parole, puisque le cinéaste lui-même a donné la parole à la musique, c'est vrai, alors votre collaboration, Alexandre Desplat, comment on travaille? Est-ce que vous avez vu les images d'abord? Est-ce que vous avez travaillé au fur et à mesure avec Michel? Comment ça s'est passé, la symbiose, puisque la musique est vraiment un des éléments majeurs du film, effectivement? Ça commence assez tôt, avec un appel de Patrick et de Michel. Cette proposition, c'était il y a quand même plusieurs années déjà. Et ce conte tellement émouvant, tellement beau, tellement pur, tellement juste. Et puis le temps a passé, le film s'est construit, et j'aime à travailler sur des images. Donc dès qu'il y a eu des images un peu mises bout à bout, très peu en couleur, très peu animées, mais peu importe, je voyais un peu dans quelle direction l'esthétique allait nous emmener. Et puis Michel me montrait aussi quelques dessins, quelques planches. Et puis à un moment, on s'est attablé et on a essayé de réfléchir à comment approcher cette histoire si belle et si délicate et si fragile. Et comme vient de l'expliquer Michel, cette fragilité-là, il faut la respecter. Donc l'orchestre n'est pas un grand orchestre. Il y a une simplicité dans les instruments, un peu d'Europe centrale, l'accordéon, la balalaïka, une guitare, un petit ensemble comme ça, modeste, un cymbalum. Et puis au-delà de ça, à un moment, il fallait donner un peu plus d'ampleur. Et donc là, avec Michel, on a décidé d'avoir un orchestre à cordes qui vient apporter un peu plus peut-être de force émotionnelle. Mais c'est un travail... c'était pour moi un travail très, très difficile, Michel le sait. C'est parce que j'avais toujours la crainte de déborder du cadre du conte et ce respect des disparus et de la tragédie, qui est difficile à mettre en musique également. Comment est-ce qu'on évoque ça musicalement sans dépasser les bornes? Voilà, je pense que... Mais Michel m'a bien guidé aussi puisqu'il a cette rectitude, cette exigence-là. On a essayé de trouver la bonne combinaison. Bonjour, Robin Doux pour Avis désastreux. Tout d'abord, merci et bravo pour ce film important. Je voulais vous poser une question concernant la narration du film. Il y a assez peu de dialogue. Je voulais savoir à partir de quel moment du processus du film vous en êtes venu à ce moment-là. Et est-ce que l'animation vous a aidé à passer outre le dialogue en termes de mise en scène ou en termes de dessin? Merci. Non, c'est pas tant l'animation qui permet ça, c'est plus d'avoir fait un film muet m'a quand même bien aidé pour faire des scènes sans dialogue. Et
En fait, moi, j'ai commencé par faire quasiment que du dialogue, parce que j'ai fait un film de détournement où il s'agissait de mettre blague sur blague sur blague. Et ensuite, OSS 117, c'est beaucoup de dialogue. Enfin, en tous les cas, c'est pas que ça, mais il y a beaucoup de dialogue, etc. Et en fait, en faisant des films qui ont moins vocation à se taper sur les cuisses, c'est vrai que je trouve que pour les scènes, je trouve que même dans la vie, les choses importantes, on ne les dit pas, en fait, on les devine souvent. Et je trouve que c'est beaucoup plus élégant en termes de narration, à mon sens. Quand le spectateur devine ce qui se passe, quand on lui donne les éléments pour qu'il additionne les signes et que ces signes-là créent une émotion, mais que le verbe, je trouve, réduit énormément le verbe. Le dialogue, c'est un peu une injonction, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est ça que même si on fait des très bons dialogues, etc., quand il se passe des choses fortes et qu'on arrive à les faire passer sans dialogue, je trouve que l'émotion est bien plus forte parce que la participation du spectateur, c'est lui-même qui met ses propres mots en fait et sa propre sensibilité. Donc voilà, c'est pas spécialement l'animation et même c'était même presque plus compliqué. Il y a une scène qui m'a demandé beaucoup de travail, c'est la scène de retrouvailles en fait dans le village où avec le reflet où le père comprend le choix de la petite fille, en fait, et il comprend ce qu'il a à lui proposer à cette petite fille. Et enfin, je trouvais ça beaucoup plus fort. Après, vous avez quand même, encore une fois, la force de la musique qui vient accompagner ça. C'est-à-dire la musique... je dirais pas que c'est les dialogues, mais elle guide le spectateur, elle le met dans le bon mood pour accepter ou pour comprendre la volonté de la narration. Et moi, je voudrais juste quand même rebondir sur, parce que quand même des dialogues, il y en a, enfin, ou en tout cas. Oui. Et puis, il y en a qui sont hurlés à la face du monde. Donc les sans-cœurs ont un cœur, et ça, c'est la partition absolument incroyable du bûcheron, hein, monsieur Gadebois. Monsieur Gadebois ? Oui. Parce que, non, ce qui est très beau dans vous, on parle des justes, mais Grégory Gadebois, enfin le bûcheron, lui, c'est vraiment l'évolution du juste. C'est-à-dire la bûcheronne, elle veut cet enfant, etc. Vous passez du rejet total. Il y a toute une partition comme ça de l'acceptation jusqu'à ce cri sublime dans la forêt, etc. Donc, comment vous composez ça ? De devenir un juste au fur et à mesure. J'ai fait comme Michel m'a dit. Tout. Non, le bûcheron, j'aime bien parce qu'il est, je crois, il représente une grande partie des gens, je trouve. Beaucoup de gens sont comme le bûcheron, c'est-à-dire, pour moi, peuvent être sauvés, c'est pas le mot, mais peuvent changer d'avis, peuvent avoir un mauvais avis au début, et puis c'est juste de... je sais même pas pourquoi des fois. Et ils sont rattrapables. C'est ça que j'aime bien dans le bûcheron. Et je pense que beaucoup de gens sont comme ça. La plus grande masse est comme ça. Et puis après, je peux pas tellement en parler. Moi, c'était pas. J'entends parler depuis tout à l'heure en années de travail, tout ça. Moi, c'était une demi-journée. C'est un peu indécent d'être là, mais. Et c'est un des mieux payés de. Mais bon, même pendant cette demi-journée, ça doit être quand même assez bouleversant d'avoir à crier ce... Enfin, vous criez, il y a la voix de Jean-Louis Trintignant, on en parlera, mais vous criez un peu le cœur du film, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Enfin, vous criez cette phrase qui est le cœur du film. Oui, ce qui était drôle de faire, alors pour ma partie, c'est que normalement l'acteur, on arrive, on est filmé, on a en charge un personnage et on a beaucoup de décisions à prendre. Enfin, le geste est beaucoup plus. Là, effectivement, les scènes muettes, moi, elles m'échappent. Elles sont et du coup, il faut prendre en charge une petite partie du personnage et il faut qu'elle coïncide avec le dessin qui a été fait, avec les regards, parce que ce personnage, il est dessiné, mais c'est comme s'il était filmé, moi je trouve. Et donc il faut trouver un peu il faut se rentrer dans le dessin. Voilà, je sais pas le dire autrement. Et c'est Michel qui me disait qu'il était très autoritaire. Il disait fais comme ci, fais comme ça.
Voilà. Et en fait, j'étais très autoritaire. Bon, il fait le malin, c'est pas vrai. Mais, non, mais il y avait un truc qui était. Vous savez, moi, je trouve que c'est un des personnages. Enfin, c'est sans doute le personnage le plus attachant parce qu'il change, parce qu'effectivement, comme dit Grégory, et puis il apprend à penser contre les siens. Et donc c'est très fort. Enfin, il faut une force de caractère. Et en fait, cette force, elle vient d'un gamin. Et notamment, alors là, je remercie les gens qui sont occupés du son, notamment Céline Azazi, c'est-à-dire les rires de gamins qu'il a trouvés. Babillement là, mais c'est pas possible. Mais c'est irrésistible, c'est-à-dire que tout d'un coup, ces rires d'enfants, ils construisent autant le personnage du bûcheron, c'est imparable en fait. Et donc il y a quand même un travail de Grégory, c'est-à-dire qu'au début, il était une fois pauvre bûcheron, machin. On voit bien que c'est l'ogre au début. Dans les archétypes du conte, il commence par un ogre et il finit quasi pas en Père Noël, faut pas exagérer, mais en bon père de famille, quoi. Donc il y a un trajet comme ça et la voix de Grégory a accompagné ça. Mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de Jean-Claude Grimbert pour l'instant, parce que tout ce qu'on dit là, en fait, la source, c'est Jean-Claude Grimbert. On a tous fait que obéir, en fait, à ce que Jean-Claude a écrit. Donc voilà. Oui, vous avez vraiment adapté, les dialogues, tout ce qui concerne les mots sont dits, sont tels quels. Quasiment, c'est-à-dire, en tous les cas, on a vraiment respecté l'esprit, dans le sens où... en fait, cette histoire, donc, il s'agit de quoi? Moi, j'ai suivi vraiment. Il m'a dit quelques phrases, Jean-Claude, que j'ai vraiment essayé de suivre, notamment. Moi, quand on m'a parlé de devoir de mémoire, quelqu'un a dit ça et tout, j'ai fait. Wow, j'aime pas tellement. D'abord, le devoir, il y a une injonction à se souvenir qui, à mon avis, n'est plus une expression très adaptée aux jeunes gens d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de devoir de mémoire. C'est pas, je ne crois pas qu'on peut encore leur parler comme ça, mais bon, ce n'est que mon avis, encore une fois. En tous les cas, quand j'en ai parlé à Jean-Claude, il m'a dit, mais moi, tu sais, j'ai juste voulu montrer que même dans cette horreur absolue, il peut y avoir des belles choses. Ce contraste-là de révéler le meilleur de l'homme dans ce qu'il a fait de pire, c'est-à-dire effectivement, c'est la place des justes, ça a été une grande direction à suivre. De la même manière, il m'a dit, mais tu sais, on s'adresse aux enfants, on veut qu'ils sachent, mais on ne veut pas les traumatiser, il faut les protéger quand même, les enfants. Donc ça vous force à la délicatesse, ça vous force à penser que des enfants peuvent écouter cette histoire. Donc tout ça, c'est un cadre. Et donc, comme on montre quand même des choses assez difficiles à montrer, l'idée était toujours de trouver la bonne distance et garder des dialogues assez littéraires, assez livresques. C'est aussi une manière d'être justement pas du tout réaliste. C'est pas du tout des dialogues quotidiens, c'est des dialogues très littéraires. Et pour ça, il faut des très bons acteurs pour qu'ils sonnent. Que tout ça ait l'air cohérent. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas en train de... C'est pas du tout naturaliste, ce film. Et donc, tout d'un coup, quand vous avez, c'est vrai, Grégory Gadebois, Jean-Louis Trintignant... Dominique Blanc, cette voix... Dominique Blanc, Denis Podalides, Serge Hazanavicius, mon frère. Non, mais vous êtes sur du bon niveau, quoi. Oui. Donc voilà, c'était ces dialogues, ce texte, c'est vraiment celui de Grimbert. Et c'est... Enfin, moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir la chance de porter la voix de Grimbert sous forme de film. Ce qui veut pas, je pense que j'ai bien travaillé. Je me mets pas du tout je me mets pas en retrait, mais ça a été vraiment la mission de ce film. Hi, question here from Brazil, Rodrigo Fonseca, Correio da Manhã. Question to you, Mr. Hazanavicius. I'd like to hear a few words about the casting. Pouvez-vous nous parler du casting, et notamment de Jean-Louis Trintignant? Et une deuxième question, est-ce que vous prévoyez de travailler au doublage du film en dehors de la France? Alors... le casting, je vais un petit peu d'en parler. Jean-Louis Trintignant, ça a été le premier geste que j'ai voulu faire. C'était une fois quand on a commencé à écrire et quand on a terminé l'adaptation avec Jean-Claude,
il y a 3 interventions du narrateur et j'ai appelé Patrick et j'ai dit écoute il faut Jean-Louis Trintignant pour cette voix et c'est le premier truc qu'on a fait. J'ai été le voir et il a énormément aimé ce film. On s'est vraiment beaucoup... Enfin, c'était une super rencontre. Moi, j'ai adoré, j'ai regretté de ne pas avoir travaillé avec Trintignant avant. Jean-Luc Trintignant, c'est la plus belle voix du cinéma français. Je crois que vraiment, c'est une évidence. Pardon, Grégory, t'as une très belle voix, mais Trintignant, c'est Trintignant. Et donc, il était aveugle et il a appris à l'oreille. Il m'a demandé de lui enregistrer la voix. Il a travaillé avec sa femme, Marianne, qui lui faisait répéter comme ça. Il était aveugle, il vivait dans sa maison dans le sud de la France et il faisait juste un truc, c'est qu'il allait faire des représentations de temps en temps dans des festivals et il récitait du Brassens, il récitait du Prévert et il m'a demandé d'intégrer à son spectacle la dernière partie, le dernier texte du film et voilà, c'est son dernier boulot, son dernier job. Alors évidemment, maintenant qu'il est disparu, l'endroit d'où il parle est sans doute encore plus émouvant, mais même quand il était encore là, cette voix d'un aussi bel acteur et un homme qui a traversé autant de choses, sa voix, elle est chargée de plein de choses. Donc, moi, j'ai adoré de voir ce vieil acteur aveugle, hyper modeste, mais d'une manière pathologique, et très humble et très bienveillant. Et donc voilà, quant au doublage ou aux voix dans les autres pays, on essaye pour l'instant d'avoir une voix anglo-saxonne, et puis on va déjà voir ça. Après, les acteurs brésiliens, je suis pas sûr que je vais m'en occuper, mais si on me demande, je donnerai mon avis. Moi, j'aimerais juste aussi vous poser un peu des questions sur ce que vous appeliez les décors, le choix des décors et tout. Ouais. Il y a des teintes, enfin, toute cette diversité même de l'hiver, hein, tous ces hivers différents, enfin, il y a vraiment certains plans qui apparaissent où c'est juste les couleurs, juste 3 arbres comme ça qui sont déjà en soi bouleversants, quoi. Donc comment vous avez réfléchi à toute cette... Il y a des lignes, quoi. Vous avez vraiment tracé des lignes entre la nature, les trains, la fumée. Enfin, on voit même à un moment une tête de mort qui se dessine dans un peu de vapeur de train. Enfin, toutes ces lignes, comment vous avez pensé à ça? Mais le dessin permet ça. Le dessin permet d'aller dans une forme de symbolisme qui parfois peut être un peu... Moi, j'aime bien ça, même dans les films live, mais parfois ça peut être un peu lourd, le symbolisme. Dans le dessin, ça paraît assez naturel, finalement, parce que vous ne collez pas à la réalité. Vous n'êtes pas là pour reproduire de manière naturaliste la réalité. Donc voilà, en fait, quand j'ai lu le livre... J'ai vraiment eu le sentiment, et c'était marrant, il n'avait pas été publié, donc personne n'en pensait rien. Voilà, mais vous lisez ce livre, il vous arrive entre les mains, et j'ai eu l'impression de lire un classique, en fait. J'ai eu l'impression comme si cette histoire existait avant même que Jean-Claude l'écrive. Et j'ai essayé de reproduire ça en film, c'est-à-dire j'ai essayé de me dire, il faudrait qu'on ait l'impression que le film surgit du passé. Je crois que c'est Alexandre qui m'a dit, il faudrait que ce soit comme un souvenir, la séquence d'ouverture du générique, la musique qu'Alexandre a composée, c'était l'idée d'un souvenir qui ressurgissait comme ça, qui réapparaissait. Alors ça, c'était une envie que j'avais un peu depuis le début. Donc mon premier réflexe, je me suis dit au tout début, il faudrait qu'on tourne autour des premiers Disney, en fait, les Blanche-Neige, etc. Je pensais notamment sur les décors, sur les matières, la pierre, le bois, etc., qui étaient extrêmement beaux. C'est-à-dire les premiers Walt Disney, ce sont des œuvres d'art. Enfin, sur la forêt, il y a vraiment des choses qui arrivent de là. Hein. Oui, c'est absolument magnifique. Donc ça, je suis parti comme ça. Puis en fait, en faisant des recherches, finalement, je suis parti sur de la peinture russe du 19e siècle, etc. Je voulais quelque chose qui soit justement assez intemporel comme ça.
Et à animer la peinture, c'est très compliqué. Donc je suis passé par les estampes japonaises, parce qu'il y a des aplats de couleurs. Donc et en croisant ça, et c'est là où Julien Grande, notre collaboration a commencé. Il m'a dit, mais tu connais Henri Rivière? Alors Henri Rivière, c'est un illustrateur français qui fait partie de ce mouvement qu'on appelait le japonisme, quand le Japon s'est ouvert à l'Occident et que les peintres et illustrateurs occidentaux ont découvert. Ils ont intégré comme ça l'estampe dans leurs travaux. Il y a des illustrateurs fantastiques, dont Henri Rivière. Et à partir de là, cette image qui est une image un peu de livre, d'illustration, de gravure, etc., tout d'un coup, tout s'est un peu mis en place. C'est-à-dire, on a trouvé un peu notre ligne d'avoir une image qui ressemble un peu à ces gravures entre les années 10 et les années 30, quoi, et un trait qui est un peu épais comme ça, et qui est très évocateur, qui est assez intemporel. Et finalement, on s'est rapproché d'une certaine manière des premiers Disney à quelques endroits, etc. Sur la nature, si vous faisiez les animaux, etc., pour le coup, moi, j'avais jamais été à Auschwitz, par chance, et en fait on y a été pour préparer le film, et c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué, frappé, c'est la nature, justement. C'est-à-dire la nature qui, elle, n'a absolument pas bougé. Et donc voilà, donc c'est cette espèce de froideur implacable de la nature. J'ai essayé de l'intégrer au film. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure du bébé. Donc quand même, c'est vrai que de toute façon, puis c'est le cœur du film, c'est la plus précieuse. Oui, bien sûr. Donc cette espèce de petit bouton de rose là. Alors vous parliez du son, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que le son nous met à plat tellement c'est mignon. Mais même, c'est vous qui avez dessiné donc la bouille de cet enfant. Est-ce qu'on met du temps à trouver, j'allais dire le bébé, le bébé irrésistible, quoi? Alors c'est moi, mais on s'y est mis à beaucoup. Je dis franchement, non, on s'y est mis à beaucoup parce que moi j'ai un trait au départ qui est beaucoup plus, pour le coup, classique et réaliste. En fait, je dessine au crayon à papier, sur du papier. Et c'est plus la bûcheronne, disons. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, dans le style, quoi. Plus vous êtes moins il y a de points d'accroche sur un visage, plus c'est compliqué. C'est très simple de dessiner un bûcheron, c'est très simple de dessiner un vieil homme, c'est très simple de dessiner quelqu'un qui a un visage buriné, gueule cassée, ça va très vite. En revanche, les visages de femmes, les visages d'enfants et les visages de bébés, c'est extrêmement compliqué parce que le moindre trait défigure le visage, donc vous êtes obligé d'aller au minimum du minimum, et on a mis beaucoup de temps à le trouver puis à le faire bouger ce visage, et voilà. Après il y a moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de maladresse d'une certaine manière dans ce qu'on a fait, mais je la trouve touchante en fait. Au début j'ai essayé de lutter et puis en fait je l'ai intégré, cette espèce d'aléatoire, quoi. Oui, moi j'aime bien dire maladresse, ça me va, je trouve que ça participe à la modestie du film ou à sa simplicité qui colle absolument bien à ce qu'on veut raconter, je trouve. Et donc voilà, oui, on s'y est mis à beaucoup quand même sur cette gamine. Ouais, elle a beaucoup de pères, cet enfant. Et de mère, bien sûr. C'est encore moi, je m'excuse, c'est encore moi. Ouais, ok. J'ai une question. Vas-y, Gérard. Oui. J'ai une question par rapport à la religion, parce que vous mettez une certaine distance. Et moi, il y a une phrase qui m'a vraiment frappé dans le film, c'est quand elle explique que si cette petite fille est là, c'est pas grâce à Dieu. C'est grâce justement aux personnes qui l'ont aidé, et tout ce qui s'est passé, un concours de circonstances. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter quelque chose par rapport à ça, à cette phrase, si elle est telle dans le roman? Oui. Enfin, si elle n'était pas, elle aurait pu, parce que c'est du Grimbert dans le texte. Hein, donc, je ne sais pas très bien ce que vous voulez que je vous dise, parce que ça me paraît assez simple. Le film est vraiment humaniste et il rend hommage au cœur des hommes, quoi, et des femmes. Il rend hommage à ceux qui, devant un choix, ce qui fait un personnage dans n'importe quel film, c'est les choix qu'il fait. Et
quand quelqu'un fait le bon choix, il faut lui rendre hommage, en fait. Il ne faut pas remercier une hypothétique entité que personne n'a vue. Après, enfin, non, je ne vais pas partir sur Dieu, parce que on ne se connaît pas bien. Juste, je voudrais dire que j'ai entendu plusieurs fois des rescapés dire « Si Dieu existe, où était-il ce jour-là » C'est un peu ça que dit la phrase, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas la question de savoir si Dieu existe ou si on ne croyait pas, c'est où il était. C'était pas le sens de ma question. Qu'on ait remarqué ça. Oui, c'était pas le sens de ma question, c'était simplement le fait de le souligner, et que c'est rare qu'en général, il y a des personnages qui défendent des religions à fond, que là, au moins, pour une fois, on rend grâce justement au juste. C'est ça qui est important. Donc c'est vrai, on ne parle pas automatiquement de religion, parce que maintenant tout est prétexte à mettre la religion au nom de Dieu ou au nom de quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça que j'ai relevé cette phrase qui m'a vraiment interpellé. Et je pense qu'elle est très juste aussi. Merci. Dernière question, je crois. Oui. Hello, in English. I'm Nesta. I'm working with London Film School. Je travaille avec une école de cinéma Picasso had a phrase, I à paint, Stockholm. therefore I am. Vous avez cette phrase, je peins, donc je suis. That he exists, or the film exists. So therefore, you know, we are. Le film existe, donc nous sommes. Quelle expression pourriez-vous personnellement utiliser pour décrire chacun de vos films? Quelle question individuelle pour vous ressemble cet film et cette énergie et l'inspiration pour être? L'énergie et l'inspiration. Ah, pardon? Pour être l'énergie et l'inspiration de ce film, pour toi, c'est par rapport à ton être le plus profond. Je suis désolé, j'ai rien compris. Je vais vous faire une réponse au pif, ok? Ok. Alors, eh bien, la réponse, je pense, c'est Jean-Claude Grimbert. Ça, c'est facile. Voilà. J'entends inspiration. Oui, je vous réponds Jean-Claude Grimbert. Je vous dis, Jean-Claude Grimbert a été le guide. Comme je vous disais, c'est vrai, Jean-Claude Grimbert, c'est un ami. Il m'a vu naître, en fait. Donc j'ai toujours eu Jean-Claude Grimbert dans mon champ de vision. Et mon frère, il a toujours été là. On l'a entendu rire, on l'a entendu s'énerver, s'indigner, réfléchir, s'engueuler, etc. Et je crois qu'il a mis 60 ans à écrire cette histoire. Ça fait 60 ans qu'il écrit sur ce sujet-là. Il a mis 60 ans peut-être à trouver cette simplicité, en tous les cas, cette histoire qui est aussi simple et aussi puissante. Et donc voilà, donc moi j'ai un peu j'ai eu la chance de travailler sur l'adaptation avec lui. On a beaucoup parlé. Lui il me disait, mais tu sais, moi je l'ai déjà écrit l'histoire, donc écris toi. Mais bon, on parlait beaucoup et je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Et il a vraiment été un guide dans le sens où, pour moi, il représente vraiment une autorité sur cette question-là. J'ai extrêmement confiance. Je ne serais jamais parti sur un film sur ce sujet-là sans avoir Jean-Claude à mes côtés. Et d'avoir Jean-Claude à mes côtés au départ, d'avoir tous ces acteurs formidables, d'avoir l'équipe dont je vous ai parlé, dont Julien Grande et Maël et Émeric et tous les gars qui ont participé, et au final d'avoir, Alexandre qui vient rajouter une touche de lyrisme, poésie, gravité, etc., et accompagné par mes formidables producteurs. Franchement, j'ai eu l'impression d'être au Real Madrid, quoi. Donc voilà, j'ai absolument pas répondu à votre question, mais je ne l'avais pas comprise. Donc il y a Alexandre Desplat qui veut aussi répondre. Il a peut-être compris la question. Non, je voulais juste dire une chose, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé du dessin, on a parlé des acteurs formidables, etc. La musique est merveilleuse,
Mais on n'a pas parlé du tout de la mise en scène oui. Et oui. Et en fait, des dessins, c'est très joli, mais il faut les faire bouger. Il faut les mettre devant une caméra. Et dans cette grande salle, hier soir, et pourtant j'ai déjà vu le film au moins une fois terminé, et j'ai passé quand même quelques heures ces mois derniers avec l'image dans mon studio, j'ai vu un film de cinéma. J'ai pas vu un film dessiné. Et tous les gens en sortant disaient quelle mise en scène. Voilà, donc c'est très très important aussi de se rendre compte du travail, je ne vais pas dire du talent, hein, non, du travail, du travail de Michel. Mais oui, mais tu as raison. Mais pour aller chercher une vraie... un vrai discours cinématographique, voilà, une grammaire, un vocabulaire qui lui appartient et qui est mis. Et les dessins sont seulement là pour être mis en scène. Et c'est très important de le souligner, je crois, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Eh ben, bravo. Voilà. Parce que ça dit que l'animation, c'est du cinéma. Exactement, merci. Merci.